comment ça marche pas bizarre, ça. Voilà, ça devrait être bon là, parfait, super. Oui, voilà, alors je vais mettre le portable. Bien. Alors je suis un peu interpellé par effectivement la communication précédente, puisque ça fait 10 ans que je travaille sur le pavillonnaire, dans l'école écrit, que sais-je, la France périurbaine, mais je ne vais pas y aller. Enfin, c'est passionnant et merci infiniment, mais j'y reviendrai de façon indirecte. Et Gérard et Jean-Claude et toutes et tous, je vais faire un petit pas de côté par rapport à mon titre, et je crois que j'ai bien fait parce que Gérard disait ce matin, pour introduire la journée, finalement quand on parle de citoyenneté, on parle de quoi? Eh bien, je vais vous proposer une question qui me paraît très très prétentieuse, mais je crois qu'en fait c'est peut-être la question qu'il faut se poser. Vous m'avez fait beaucoup réfléchir depuis qu'on s'est vu, et c'est très difficile à aborder en conférence. Mais du coup, on va essayer de réfléchir. On pourrait passer toute la journée, même à mon avis, toute notre vie à réfléchir à ça. Mais je vais donner quelques points de repère pour ensuite avancer. La question, qu'est-ce qui est sacré? C'est quoi le sacré? C'est ce qui est indiscutable, c'est ce qui nous semble naturel, c'est ce qui nous semble ultime, c'est ce qui nous semble finalement primordial, évident. Une chose que je ne discute pas, oui, c'est comme ça, c'est sacré, extrêmement important. Alors là, la réponse est loin d'être simple dans nos sociétés actuelles, loin d'être simple. Est-ce que la société, elle est sacrée? Nous, les sociologues, moi je suis sociologue, je dis nous parce que je pensais à Maurice, Émile Durkheim, par exemple, aurait dit... Ça va, le micro, ça marche? Ça vient de lâcher, là. Faut que tu appuies sur le... Faut que j'appuie... Voilà, sur le... C'est le deuxième qui lâche. Voilà, c'était une pile qui... Ou sinon, je vais sortir ma voix de Stentor. Ah. Pour combien de temps? Je crois que les piles sont... Il se met en route 3 secondes et... Il y en a un autre, là. Oui. Les deux sont comptés Là qu'on est à l'amour. Merci beaucoup. Oui, donc disais-je, nous en sociologie, Émile Durkheim m'aurait répondu, c'est la société qui est sacrée, il ne faudrait presque mettre un S majuscule, ce qui est loin d'aller de soi aujourd'hui, on le verra. On se rappelle tous du discours d'Ernest Renan, c'était la nation. Émile Durkheim, la nation, il ne faisait pas que du bien, et pourtant la société chez lui c'était un peu la nation, donc c'est compliqué. Mais aujourd'hui on voit bien que pour d'autres, ce qui est sacré c'est quoi? C'est ma culture, mon identité culturelle, ce que je suis. La société comme référent abstrait et global, c'est loin. Pour d'autres, c'est mon territoire. Je vais très très vite ici. J'ai vu dans le programme qu'il y avait quelques maires, quelques élus ici, et le maire de Badonvillers, je ne sais pas s'il est parmi nous, il sera peut-être là cet après-midi. Mais c'est pas rien le territoire, il faudrait même dire la territorialité. Et ce qui est sacré, c'est ça. Dire que pour moi, ce qui est fondamental et ce que je mets au centre de ma vie, c'est ça. Mais pas toujours. Le moi, mon espace intérieur de sens. Moi, je n'ai pas du tout hiérarchisé, je n'aurais pas cette prétention. Mais on pourrait dire dans une large mesure, le sacré s'est cassé la figure d'un étage depuis à peu près au moins une bonne 50aine d'années, voire sûrement plus. Dire aujourd'hui, ce n'est plus la société qui est sacrée. C'est moi. C'est ma vie. Mes valeurs, ce que je pense, mes projets, ce que je veux. Alors, vous allez me dire, sur quoi vous appuyez pour dire ça? Bien, dans une société comme la nôtre qui est quoi? Hyper connectée, où il y a de multiples référentiels identitaires, de multiples cadres de sens. Une société envahie par les informations, jusqu'à preuve du contraire, il revient à une seule instance, il n'y en a pas une autre pour donner du sens à notre vie, c'est nous-mêmes, en tant qu'individus. C'est un fait social, pour moi extrêmement important. Quand on parle d'individualisme, individualisme c'est pas égoïsme. Mais l'individualisme, nous on parle en sociologie plutôt d'individualisation, de société individuée. Ça veut dire quoi? C'est que l'individu se met au centre de lui-même parce qu'il n'a pas de choix, ne serait-ce que pour définir aujourd'hui, on le voit très bien chez nos étudiants, c'est quoi mon identité sexuelle? Ce n'est même plus notre corps qui décide de notre identité sexuelle. Je ne vous dis pas que c'est bien ou que c'est mal. Je vous dis que si moi je veux être une femme, dans 2 ans et demi, 3 ans, je serai une femme. Ça me coûtera cher, je vais souffrir, un an peut-être, mais je peux être une femme. Donc ce n'est même plus mon corps qui garantit mon identité sexuelle. C'est-à-dire c'est bien l'individu qui doit donner du sens finalement à ses pulsions sexuelles et qui doit définir ce qu'il est. Et ça c'est vrai pour tout.
Nous sommes des machines, finalement, aujourd'hui, à quoi? À trier, à sélectionner, et nous parvenons tant bien que mal à construire du sens. Du coup, il y a un espace qui prend beaucoup d'importance aujourd'hui, c'est mon espace intérieur. Mais il n'y a pas que ça qui est sacré. Donc c'est ce que j'appelle mon identité personnelle. Il y a aussi des autres. Mais quels autres? Notre collègue historien parlait d'Alexis de Tocqueville. Tocqueville avait bien vu, effectivement, que la famille avait un caractère sacré. La famille, mes proches. Alors, elle est sacrée, la famille, mais on le voit bien dans les recherches sociologiques. La famille, elle est sacrée, mais quand elle me permet d'être ce que j'ai envie d'être, quand même. Hein. Quand la famille m'empêche d'être ce que j'ai envie d'être, et que la famille n'est pas signe d'épanouissement, c'est déjà bien plus compliqué. Là, la famille est beaucoup moins sacrée. Donc, si la famille ne m'empêche pas de vivre ma vie d'individu, si cette famille est au service de mon épanouissement, ça va. Mais d'une façon générale, il y a aussi tous les autres. J'y reviendrai parce que je poserai plein de questions hein, pour la journée, et puis je vous donnerai, j'espère, des pistes. Les autres significatifs, ça veut dire quoi? Ceux qui font sens. Je ne vous dis pas l'autre en général, qui serait la société. Les autres significatifs, ceux qui font sens. Et qu'est-ce qui est sacré ici? Je suis, je ne sais pas, imaginons, dans une loge franc-maçonnique, peut-être que c'est sacré pour moi. Les autres qui y sont sacrés. Si je suis dans mon club de foot, peut-être que c'est sacré. Mais les autres significatifs, souvent, c'est des proches. Mais pour certains, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Parce que les proches, ils ne sont pas sacrés. Parce qu'ils m'ont abandonné, parce qu'ils n'ont pas été à la hauteur, parce que, etc., etc. Alors, on en parle un petit peu. C'est quoi ce qui est sacré? Pour certains, c'est l'ensemble des êtres vivants et donc de la vie. Et Marc Verdier, Marc, tu as parlé effectivement des 3 sens du moteur, hein, que ce député reprend. C'est fabuleusement intéressant. Là, c'est la Terre avec un T majuscule. J'aurais pu le mettre comme ça. Alors moi je vous ai mis la Terre en bas, là c'est quoi? La Terre, là je pensais simplement, mais déjà l'humus, c'est déjà pas rien, hein. S'il n'y a plus d'humus, on n'est plus là, il y a plus rien. Donc pour certains, c'est sacré. Ce matin, avant de venir, donc j'ai pris ma voiture, parce que j'habite dans le périurbain, dans une vieille maison du périurbain, et j'écoutais France Culture, il y avait un chef d'une tribu de Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'était renversant. Ce qui est sacré, qu'est-ce qu'il va vous dire? C'est l'ensemble des êtres vivants, c'est la Terre, mais pour lui c'est des arbres, les arbres et les insectes. Et on n'est qu'une forme de vie parmi d'autres. Là vous oubliez mon espace de sens intérieur, la société et la nation, ça ne fait pas sens pour eux, on serait dans quelque chose du territoire, mais pas du tout le territoire administratif avec un périmètre, etc. On n'est pas du tout là-dedans. Donc il y a des conflits de sacralité. Mais pas seulement, il y a aussi des complémentarités. Ce qui est ultime, indiscutable, c'était la protection de la forêt, la protection des arbres, d'autres formes de vie. Donc on voit que c'est un autre sacré. Greta Thunberg, elle est là-dedans, hein, cette étudiante avec ses nattes, etc., et qui a sensibilisé à ça. Si on était dans un autre cadre, peut-être que pour vous c'est Dieu. Mais si on était ailleurs, il y aurait Dieu. Et puis si on était peut-être avec des philosophes rationalistes, ils nous diraient, mais ce qui est sacré, c'est la raison. Si on était cartésien, si on était avec Auguste Comte, ce qui est sacré, c'est la science. Donc la liste, elle est pas simple du tout. Donc cela pose des problèmes parce que du coup, par exemple, on se sent citoyen de quoi? On se sent citoyen de la Terre. On se sent citoyen lorsque je respecte quoi mes proches et j'ai un comportement citoyen. Je suis citoyen d'une société qu'on dit républicaine. Je suis citoyen de quoi? Du territoire qui fait sens pour moi. Et moi, effectivement, il me semble qu'il y a c'est des questions qu'il faut poser, sachant que, bien évidemment, ça peut se conjuguer, s'articuler, ce n'est pas exclusif. Et ça complique la donne. Moi, je n'ai pas du tout, comment vous dire, de clé magique, je n'ai rien de tout ça. Il faut les simplement écouter. Écouter. Et la chance qu'on a quand on est universitaire, c'est qu'on passe beaucoup de temps avec de jeunes personnes. On a des centaines, voire au moins des centaines d'étudiants dans une année. Et la sacralité se déplace. Dans un amphithéâtre, mes premières années à l'université, pour certains, c'est évident. Ce qui est sacré, ils sont plutôt en bas. Hein. La terre. Pour d'autres, c'est pas ça du tout. Ils n'en ont rien à faire. C'est la même génération. Hein. Ils n'en ont rien à faire. Ce qui est sacré, je l'ai pas mis. Hein. Ce qui est sacré, c'est moi, je vais avoir le droit de consommer. Je vais avoir le droit d'en être. Je vais de l'accessibilité. Je vais me rendre au centre-ville. Parce que précisément, on vient du fin fond. Moi, je suis à Dijon maintenant. On vient du fin fond du Morvan. Et moi, c'est ça qui est sacré pour moi. Pas du tout la même chose, ils n'ont rien à se dire. Hein. C'est pas quelque chose que uniquement une lutte de génération, à mon avis, c'est bien plus large que ça. Parce que ici, par exemple, on est toutes et tous plus ou moins des individus individualisés. Et pour d'autres, c'est la nation.
Aimer sa nation, c'est pas être nationaliste, hein. Vous pourrez revenir si vous voulez. Et pour d'autres, c'est la nation. L'identité nationale devrait être une identité ultime, une sorte de plafond identitaire. Comme si, alors je vais être très provocateur, hein, si vous pensez du bien de moi, soyez pas trop méchants, du mal de moi, soyez pas trop méchants, pardon, je pense que je le mérite pas, mais comme si l'identité nationale devrait recouvrir tout notre horizon de sens. Comme si on devait se lever en chantant la Marseillaise, quoi. Trop d'idées finalement, mais après tout, on peut aussi postuler ça. Donc on voit que c'est loin d'être simple cette question. Mais ça va, du coup, ça nous permet de poser, me semble-t-il, les choses et en fait d'y répondre. On essaiera de voir comment, je suis pas sûr que j'ai à nouveau la recette. Je voudrais revenir ici sur 3 textes récents que j'ai pu lire. Les derniers textes d'Alain Caillé, je vous ai mis les noms d'auteurs, hein, je ne suis pas en train de faire un cours ici, c'est pas le but. C'est un texte qui a à peu près une semaine, on a bouclé un numéro de revue, ce texte-là n'est pas encore paru. Et Alain Caillé nous dit on est passé d'une société totalitariste à une société parcellitariste. Excès de commun, défaut de commun. L'excès de commun, c'est-à-dire qu'ok, on se sent citoyen, mais une citoyenneté que je n'ai pas vraiment choisie, qu'on m'impose, qui vient du haut, qui vient de quoi? De la société, de l'État, de choses qui sont au-dessus de moi. Et Alain Caillé nous dit, mais ça c'est fini. De toute façon, c'est insupportable pour la plupart d'entre nous. Parce que nous voulons être les acteurs et les auteurs de notre vie. Et lui, il nous dit, on est passé de l'autre côté. Une société parcellitariste, où il y a un défaut de commun. Alors, c'est pas mal une société parcellitariste, parce que, pourquoi? Parce que mon point de vue, finalement, peut être respecté par quelques-uns, on voit bien sur les réseaux sociaux, j'ai le droit. À quoi? À la ramener. Je le pense, ça existe. Et comme je pense ça existe, je veux qu'on m'écoute. D'où des émissions radio, des émissions de télévision qui sont faites par les auditeurs. Alors, vous avez un expert, les mots experts, c'est très très compliqué, moi je suis un expert pour certains, etc. Mais donc vous avez un expert, et en fait, si vous avez quelqu'un qui apporte des faits extrêmement concrets, qui a mené des enquêtes rigoureuses, c'est pas du tout ça qui l'emporte. J'ai le droit d'exister. Mon point de vue a le droit d'exister. Société parcellitariste. Donc je me respecte en tant que. Le petit point rouge doit être là. Non, voilà. En haut à droite. Désolé. C'est ce qu'il dit. Hein. Voilà, et là je vais. Voilà, le petit point rouge en tant que. Donc en fait, ça pose un immense problème. Pourquoi? Alors, immense problème, oui et non. Mais par rapport à ce qui nous anime aujourd'hui, et Jean-Claude et Rémi, quand vous m'avez écrit, Denis Rémi, quand vous m'avez écrit, la citoyenneté. Aujourd'hui, on voit bien que je viens souvent en tant que. Alors, j'y vais, hein. Je viens en tant que femme, en tant qu'homme, en tant qu'handicapé, en tant qu'homosexuel, en tant qu'hétérosexuel, en tant que blanc, en tant que noir, en tant que piéton, en tant que cycliste, en tant qu'automobiliste. Donc, on vient en tant que. Et nous, à l'université, il y a des étudiants qui viennent en tant que. Je suis handicapé, donc j'ai le droit à. Donc il faut revoir tous les examens. On avait prévu l'examen. Oui, mais moi je suis handicapé. Ok, pas de souci. Alors, il ne faut pas dire handicapé. Ah oui, c'est vrai, c'est une catégorie, donc on va dire autre personne. Ok. Moi, j'ai rien contre ça. Mais quand on. François Dubé, hein, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. C'est pas grave. François Dubé, donc, qu'on va voir juste après, et qui est lié à ça, qui nous dit aussi, effectivement, on se définit en tant que. Lui, il nous dit, mais il y a un millefeuille identitaire de multiples identités. Multiples identités, c'est pas grave, ça. L'individu individualisé veut être reconnu en tant que. Il ne veut pas être un individu qui a une seule identité sociale, uniforme, aseptisée, standardisée. C'est insupportable. Aujourd'hui, c'est insupportable pour toutes et tous. Pour nous, ici, hein. Et donc, je viens en tant que, mais qu'est-ce qu'on fait avec ces en tant que? Comment on construit du commun en tant que? Marc, j'habite en tant que pavillonnaire. Mais moi, j'habite pas dans la ville, moi. J'habite à la campagne avec ma maison. Donc, je me définis en tant que pavillonnaire. Et quand je me définis en tant que pavillonnaire, j'y mets mes affects, etc. Je suis en tant que pavillonnaire. Et du coup, si on s'arrête sur l'identité sociale de pavillonnaire, la discussion est très compliquée. Et je n'ai pas la recette. Et on voit aujourd'hui qu'on a, c'est bien, une société parcellitariste, c'est-à-dire c'est très parcellaire, on a plein d'identités. Le problème, c'est qu'on a tendance à croire sur le moment que l'autre, il n'est que ça. Il n'est que ça. Ce n'est qu'un pavillonnaire. Moi, quand je me promène en ville avec ma voiture à Dijon, j'ai pas de choix, je dois aller dans une rue, toi, je me fais engueuler par un cycliste, c'est pas un problème générationnel, hein, il était plus âgé que moi.
Je baisse ma fenêtre et puis je lui dis, écoutez monsieur, respirez un peu avant de m'insulter quand même. Parce que j'ai pas vu quelque chose au sol, mais c'est pas visible. Il y a des travaux, je ne connaissais pas, etc. Donc je ne suis plus qu'un automobiliste. Et donc on s'engueule très très vite. Comme si on choisit très rapidement l'autre en fait. Donc pourquoi pas en tant que, moi ça ne me dérange pas. Le problème, si on s'arrête à des en tant que, à des identités très particulières, eh bien c'est difficile de s'entendre. Et il faut accepter l'idée, j'explorerai une piste qui n'est pas du tout de moi tout à l'heure, l'idée qu'on est... Moi j'aime pas le mot multiple, parce qu'ici on n'est pas multiple, on a des identités par contre qui se succèdent. Et l'identité qu'on peut être et ça, et ça, et ça, et ça, et ça. François Dubay nous dit autre chose. Il nous dit qu'on se définit aussi en tant que, mais pas seulement. Il nous dit qu'on est passé d'un régime d'égalité juste à un régime d'inégalité juste. En gros, avant, il n'y a pas si longtemps, je sais que certains d'entre vous êtes très sensibles à cette question, c'était l'égalité des classes sociales, des conditions de vie, les égalités de départ qui comptaient. On devait se battre pour des égalités de départ. Dubay nous dit, je pense qu'il a parfaitement raison. Dubay nous dit, aujourd'hui, on trouve juste les inégalités, à condition qu'on soit dans une société méritocratique où chacun a sa chance. Et l'autre, il réussit, mais tant mieux pour lui. Tant mieux pour lui s'il le mérite. Mais c'est même tant mieux pour lui, même s'il ne le mérite pas. Et c'est ce que Dubay a appelé dans un petit bouquin, la préférence pour l'inégalité. Alors vous allez me dire, la citoyenneté avec ça, comment on va la construire? C'est pas gagné. Mais il faut admettre, en fait, ce qu'il faut admettre, c'est qu'on est, à mon avis, beaucoup à être dans ce registre. Alors quand on parle d'héritage dans notre société, et j'essaie de ne pas être normatif, j'essaie vraiment de poser les choses. Quand on parle d'héritage dans notre société, c'est quasiment pas entendable, c'est passionnel. On est des hystériques dès qu'on parle de cette question-là. Parce que, oui, mais c'est sa famille, c'est comme ça, tant mieux pour lui. Donc on préfère les inégalités. Point barre. Et il faut l'accepter. Alors maintenant, la question est comment on fait la citoyenneté quand on préfère les inégalités? Il faut poser la question, et je me la pose même à moi, pas qu'à vous. Mais vous allez dire c'est compliqué. C'est pas simple du tout. Et aujourd'hui, les inégalités, on les trouve justes. Il n'y a personne, il n'y a pas des mouvements sociaux sur la planète parce qu'un être humain a 220 milliards. 220 milliards. Donc il va acheter 10, 15 villes comme Nancy, il va arriver dans les Vosges, il va acheter des vallées vosgiennes, etc. Quand vous allez dire à Dijon des Vosges, je veux le Picoque, j'achète 300 000 €, elle en vaut 50, ils vendront ou pas? Quelle citoyenneté? Compliqué, Donc c'est ce que nous dit Dubay, il nous dit du coup on tait de plus en plus les inégalités de départ. Chacun a alors c'est sûr, les égalités des chances, mais Dubay est bien placé pour savoir l'état de l'école républicaine. Et autre aspect qui me semble extrêmement important, Éric Le Breton, j'espère que vous voyez, il nous dit on est passé, alors c'est moi qui ai appelé ça une société concentrée, mais lui il appelle ça une société dispersée. Ça c'est intéressant. C'est intéressant parce que, allez, par exemple, allons à Badonvillers. On va à Badonvillers, là, on prend nos voitures, on fait les 70 bornes, 60 bornes, on va à Badonvillers. À Badonvillers, vous avez des habitants qui viennent tous les week-ends dans leur maison secondaire. Ils se retaper la maison. C'est là qu'ils se projettent pour vieillir. Mais on va leur dire, mais non, vous ne votez pas à Badonvillers, vous habitez à Clerlieu, vous habitez à Villers, vous habitez à Écourt, donc il faut voter là, vous avez votre résidence principale. Mais la résidence principale, elle est administrative. Dans la façon qu'on a de se définir, c'est pas la résidence principale qui est principale. C'est la résidence secondaire, c'est là-bas qu'on se sent bien. Donc ils vont peut-être aller voter du côté de Badonvillers, parce que c'est là qu'ils veulent avoir un pouvoir. Mais du coup, mince, on va quand même plus voter là où aussi, pour l'instant, on travaille et on a encore nos enfants à la maison. Parce que qu'est-ce que nous dit Éric Le Breton? On est des passants. Alors pas dans le sens où ça a été entendu tout à l'heure historiquement, on est des passants, c'est-à-dire des mobiles. On est des personnes mobiles. On prend le TGV qu'on habite, Marc, et bien évidemment, et en fait, beaucoup de gens prennent le TGV, il suffit de voir lundi matin la gare à Nancy, et donc le TGV, on l'habite, on peut l'habiter plusieurs heures par semaine. Est-ce qu'on est citoyen du TGV? Dans quelle mesure on peut s'exprimer pour dire certaines choses? Pas toujours évident, puis vu la complexité du site de la SNCF, c'est pas gagné. Et donc, on voit qu'est-ce que nous dit Éric Le Breton, et je vais prendre un exemple, si vous le permettez, je me prends moi comme exemple. Parce qu'à la rigueur, je suis un bon exemple. Je suis professionnellement à Dijon. Je passe 4 jours à Dijon par semaine. C'est pas rien, entre 3 et 4 jours. Donc j'ai un pied-à-terre à Dijon. Je vote pas du tout là-bas. C'est là-bas que je passe le plus de temps, professionnellement.
Donc je vote dans une, je vote pas loin, ici, dans le périurbain d'enseignants, dans ma petite commune, où personne ne me connaît. Où personne ne me connaît parce que précisément, on s'en fout que ce soit moi en fait, mais c'est un bon exemple, hein, précisément parce que je passe mes week-ends dans une maison qui était, qui peut être dans les Vosges, et pas trop loin de Bâtonvillers, par exemple. Eh bien, qu'est-ce que nous dit Éric Le Breton? On est dans une société mobile, où les citoyens sont des passants. Par contre, on demande de voter uniquement à un endroit où on dort. C'est quand même bizarre, hein, ça. Hein, c'est quand même bizarre. Donc comment voulez-vous qu'on se sente citoyen de certains endroits où on passe beaucoup de temps, où on s'investit professionnellement, où on travaille avec des élus? Moi, c'est en Bourgogne que je vais, hein, pas dans le Grand Est, Marc, aux mêmes instances que toi. Eh bien, et finalement, on ne vote pas. Moi, j'aimerais bien voter, là où je m'investis professionnellement, là où je passe du temps, et là où je dors aussi. Tiens, en plus, j'y dors. Wow. Donc là, Éric Le Breton nous pose, je pense, des questions très fortes sur la citoyenneté, ce qu'il a appelé quel droit des citoyens mobiles. Des citoyens mobiles. Et en plus, derrière, il y a de la norme, hein, parce qu'aujourd'hui, quand vous n'êtes pas mobile, il faut quand même dire les choses, hein, vous êtes un loser. Hein. C'est comme quand vous avez du temps. Vous pouvez faire l'expérience. Vous, dans le monde universitaire, t'as du temps, Hervé? Ouais. Oh, il a du temps. Mais c'est un loser, ce mec. Oui, non, mais donc, hein, si on n'est pas mobile, c'est compliqué, il faut supporter la pression. Donc, effectivement, on est mobile. On est mobile, on prend TGV, etc. Je vous pose une autre question. Celle-là, elle n'est pas facile. Comme je la traite en cours depuis pas mal d'années, je me risque. Devant des étudiants, c'est plus facile. Vous aurez le droit de m'épingler. Qu'est-ce qu'on entend par culture nationale? Alors bien sûr, j'aurais mis culture tout court, ça aurait marché. Mais ici, par rapport au sujet de la journée, j'ai mis culture nationale. Est-ce qu'on entend une culture qui est au-dessus de chacun? On serait dans quelque chose qui serait l'universalisme, qui s'apparenterait à une démarche assimilationniste. J'ai pas voulu partir de ça. J'ai pas voulu faire un truc assimilationnisme, multiculturalisme, le truc bateau. Je me suis dit, je vais pas, voilà, on va tous s'ennuyer. Donc je me suis pris comme ça. Dans ce cas-là, la culture est vue comme quelque chose qui est collectif. Ça renverrait presque, même pas presque, à la société. Quand on a vu du sacré tout à l'heure, quelque chose qui est au-dessus de nos têtes, une sorte d'entité qui est censée effectivement être un référent au-dessus de nous. C'est un avantage extrêmement intéressant, c'est un intérêt, pardon. C'est que ça définit un cadre abstrait et un cadre égalitaire. Et c'est quand même pas mal d'avoir un cadre égalitaire c'est-à-dire un cadre qui se situe au-dessus des individualités, au-dessus des cultures, et qui finalement dresse et formule très précisément des droits, mais aussi des devoirs pour des individus profondément égaux de ce point de vue-là. Donc ça va, pas de souci, mais le problème, vous le savez bien, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas envie d'être réduit à un cadre abstrait. Mais je ne suis pas que ça. Voilà ce qu'on dit dans les recherches. Mais je ne suis pas que ça, moi. Mais si vous pensez que je suis que ça, qui vous êtes pour me dire que je suis que ça? Parce qu'on est aussi des individus qui vont être respectés dans toute notre complexité, notre épaisseur identitaire. Donc ça ne suffit pas. Alors la culture nationale, c'est quoi? Est-ce que c'est une culture qui est à côté de chacun? Dire la culture nationale, ça fait partie, moi, de ce que j'appellerais mes supports identitaires. Et puis, finalement, à certains moments, je vais mobiliser, convoquer la culture nationale. Je suis français. Ça marche bien quand on prend le TGV et qu'on va en Belgique, ou qu'on va en Espagne, ou qu'on va en Italie, etc. Parce qu'effectivement, à un moment donné, l'identité nationale devient une identité que je convoque. Et je peux me sentir tout à fait citoyen de la nation. Ça marche pas mal aujourd'hui, parce que c'est une citoyenneté subjectivée, c'est moi qui donne du sens, c'est moi qui décide quand est-ce que je mobilise, finalement, la référence à la culture nationale, et quand est-ce que je me sens, pourquoi pas, citoyen de ce qu'on appelle une nation. Et je peux bricoler ça à partir de multiples supports identitaires. Là, il faut bien comprendre que cette culture nationale n'est plus vue comme quelque chose qui est au-dessus de ma tête, c'est quelque chose qui est vu comme à côté de moi, et je la mobilise ou pas en fonction de ce que je vis. Une approche à peu près pragmatique, si vous voulez, dirions-nous, de la conception de la culture nationale et partant de la citoyenneté. Mais il y a une autre façon, me semble-t-il, je ne suis pas sûr qu'il n'y ait que trois, hein. Moi je vous en mets trois. La culture nationale, elle peut être aussi culture qui est entre chacun. Alors je crois que j'ai fait une petite bêtise, excusez-moi, qui est entre chacun d'entre nous,
et qui est toujours remise sur le métier. Là, on est dans une conception ni universaliste, ni subjectiviste ou individualiste, mais une conception relationnaliste de ce que c'est la culture nationale. Et là, on voit les choses très différemment, qui va parler au moins une personne ici présente, j'en suis sûr. C'est-à-dire, c'est à travers les relations sociales, comme ce matin dans cette pièce, mais aussi le marché qui est pas loin, mais aussi des pavillonnaires qui, cet été, ont fait des barbecues, etc. En tout cas, c'est à travers les relations concrètes, qui sont plus ou moins durcies par des dispositifs juridiques ou pas, que se construit effectivement sans cesse ce qu'on pourrait appeler la culture nationale. La culture est vue ici, non pas comme une sorte d'être au-dessus de ma tête, figé, statique, quasiment à l'arrêt, un moule qui me précéderait. Là, c'est quelque chose qui est sans cesse reconstruit, redéfini, déformé, réformé, transformé par l'ensemble des relations. C'est un tout autre référentiel. Tout autre référentiel. Et hier après-midi, quand j'étais au festival à Épinal international de sociologie, on aurait pu mixer les deux au passage. J'y avais pas du tout pensé, moi, quand vous m'avez dit ça, j'avais pas les dates, mais ça aurait été sympa. Eh bien, des chercheuses nous ont exposé le cas de Saint-Étienne, où il y a beaucoup d'associations qui font émerger de nouvelles façons d'occuper l'espace public, par exemple. Comment on habite des vides qui sont pleins de potentialités, etc. On était dans le troisième sens. Là, je me suis permis de vous mettre deux auteurs très différents les uns des autres, mais qui disent une chose un peu similaire. Il y a John Dewey, qui est aujourd'hui très à la mode, hein, John Dewey, le pragmatisme, la formation de public, la démocratie en train de se faire en acte. On a parlé de Bruno Latour, on est là-dedans, me semble-t-il. Et puis on a aussi Hannah Arendt, référence plus classique, mais qui nous rappelle quand même, me semble-t-il bien, que c'est dans l'action que se forme le commun. Donc ici, c'est un commun ou une citoyenneté, si vous voulez, ben voilà, je vous ai mis en formation, expérimentée, à travers quoi? Des rencontres, de multiples scènes de la vie sociale. Et au passage, je me permettrai un petit commentaire quand même, c'est que souvent on dit, ok, c'est informel. Mais l'informel, il est informel pour qui? Nous, les sociologues, je pense qu'on n'est pas toujours très bons, et moi notamment. Parce que je dis c'est informel. Mais qui je suis pour parler à la place de l'autre et décider que c'est informel pour lui? Parce que pour l'autre, c'est la forme même de sa vie. C'est la forme même que prend sa vie. Et moi je dis, oh maintenant c'est informel ce que tu fais. Mais pour lui, c'est pas informel, c'est sa vie. Donc quand on dit, attention, il y a du formel et de l'informel, faut être, me semble-t-il, très vigilant. Parce que derrière, il y a des formes de violence symbolique et de déni de quoi? De reconnaissance de ce que c'est une autre forme de vie, une autre forme d'habiter, une autre forme de faire de la politique, une autre forme d'engagement. Donc, faire l'informel et le formel, ça peut nous piéger. Parce que si c'est informel, est-ce que c'est légitime? Est-ce qu'il faut vraiment... Parce que du coup, si c'est une forme de vie qui existe, peut-être que le but, parfois, des acteurs politiques, c'est simplement de quoi? D'aider à le formaliser un petit peu davantage, même si des fois, à mon avis, il n'y a pas grand-chose à faire, et tout simplement le rendre visible et faire en sorte qu'effectivement, ça se durcisse un peu plus. Je vous ai mis une petite note en bas, je ne vais pas y venir, mais nation culturelle, nation politique, c'est quand même pas du tout la même chose, parce que nation culturelle, bien souvent, est synonyme de nationalisme, et une nation politique n'est pas synonyme de nationalisme. On peut très bien se définir comme français politiquement, sans pour autant être un nationaliste XXL. Je n'irai pas plus loin, mais vous voyez bien à quoi je me réfère. Alors du coup, je vais prendre quelques risques, et puis on discutera. Après tout, on est là, autant prendre des risques, et puis on verra bien. Quelle politique de citoyenneté? C'est moi qui ai appelé ça comme ça, mais parce que c'est très très compliqué, il y a tellement de références, etc. Mais je me suis rappelé, j'avais écrit en 2010 un petit ouvrage sur la diversité en France, donc je suis allé revoir certains trucs, etc. Et est-ce qu'il faut une politique de l'égalité? La réponse est certainement oui. Mais simplement, ça comporte un risque de négation des particularités culturelles, mais affirmation d'une égalité de tous contre tous, de toutes et tous. C'est le premier sens du mot culture qu'on vient de voir dans la diapositive d'avant. Est-ce qu'il faut une politique des identités? On sait très bien qu'en Amérique du Nord, ça fait rage. Hein. Des collègues ont écrit la société des identités, etc. La question est très compliquée, hein, parce qu'avec la politique de l'égalité, j'ai un droit à l'indifférence généralisée. Ça, c'est l'égalité inconditionnelle, garantie notamment par un état de droit. Avec la politique des identités, il y a un droit à la différence. Alors moi, j'ai mis excluante de façon provocatrice. J'aurais pu le mettre entre parenthèses, mais je me suis dit, bon, on est là pour discuter, et je savais aussi le public, hein, parce qu'ailleurs, ça passe pas, ça. Hein. Ailleurs, on me fait tuer, hein. Et là, ça devient très chaud bouillant. Hein.
Non, non, mais c'est des sujets passionnels. Hein. Voilà, donc je me suis déjà fait quasi insulter. Il faut être cool, hein. Mais il est cool parce que c'est passionnel. Parce que pourquoi? Ben, précisément. Ouais, mais c'est mon identité. Mais c'est pas parce que je me revendique de telle identité que je t'exclus. Je peux être ça. Je peux être comment vous dire, et me sentir appartenir de telle culture, mais aussi, et tout à fait, être républicain, bien évidemment. Et là, me semble-t-il, on est dans l'esprit de citoyenneté active. Mais donc, cette politique des identités n'est pas non plus à la mettre à la poubelle. Et du coup, Jean-Claude, je me permets, hein, mais puis on va aller jusqu'au bout, hein, mais du coup, en France, politique des identités, communautarisme, isme, ça y est, on est foutu, il n'y a plus de république, etc. Moi, je m'en rappelle avec une collègue qui s'appelle Gulcin Erdi de l'université de Tours. On avait mené une recherche en 2017-2018 où on avait vu plein de personnes qui se réclamaient d'une identité culturelle, mais quasiment toutes et tous étaient aussi républicains. Ils étaient et à la fois dans la revendication d'une identité culturelle qui était un support identitaire fondamental pour eux, mais ils étaient aussi tout à fait en droit, et en demande de droit, pardon, d'un droit de quoi à l'égalité, et ils n'étaient pas du tout opposés à cela. Moi, je ne vous dis pas qu'il faut ni faire du communautarisme, ni faire de l'universalisme. En fait, je suis en train de vous dire une petite chose, et je me mouille, mais c'est rare que je le fasse, très très rare, mais peut-être qu'il faut mixer, en tout cas, pas mixer. Peut-être conjuguer, peut-être penser un peu les deux, parce que c'est aussi comme ça que j'ai été formé intellectuellement, hein, clairement. Hein. Et donc, est-ce qu'il faut une politique des altérités? Alors, la vie est bien faite, Jean-Claude, quand tu es venu à la maison, et Gérard, quand vous êtes venu à la maison, parce qu'après, il y avait un numéro de la revue du MOS, du mouvement anti-utilitariste en sciences sociales, et je trouve ce numéro, bref, j'ai dû le relire complètement, etc. Donc j'ai relu ce numéro entre le moment où vous êtes venu chez moi et aujourd'hui. Et ce numéro est en plein dans, à mon avis, ce qui nous préoccupe aujourd'hui. Et eux, des auteurs, Philippe Chagnal, Alain Caillé, mais d'autres, nous disent qu'il faut certainement penser une politique des altérités. C'est-à-dire, c'est des différences. Alors, c'est moi, parce que c'est tellement. Parce que je voulais faire court, c'est un droit aux différences incluantes. Parce qu'effectivement, le multiculturalisme, le problème, on le sait bien, c'est qu'il nous empêche. C'est comme si on mettait un trait ici et nous empêche de penser à un autre niveau plus abstrait, qui est fondamental, absolument fondamental. Et eux nous disent c'est peut-être une politique des altérités qu'il faut, avec des différences incluantes. Le problème, c'est bien, et ça renverrait au sens du mot culture avant, vous savez, John Dewey ou Hannah Arendt, le problème, ok, mais attention, parce qu'il y a un risque de liquéfier le cadre commun. Le cadre commun, il est là, hein, c'est l'universel, quoi. Hein. Mais en même temps, ça autorise de penser l'émergence de commun et l'apprentissage de différence. Et c'est une confrontation à l'altérité, c'est-à-dire à l'autre qui est différent. Et tout à l'heure, on a parlé de Rousseau. Eh bien, il y aura certainement un contrat à passer. Alors, il y a multiples auteurs qui ont écrit là-dessus, etc. Et on va du coup avancer un petit peu. Je regarde simplement l'heure. On est bon. Je vous propose cela. Je ne dis pas que c'est... Moi, je ne suis pas en train de vous faire un discours politique. Hein. Moi, je suis en train de vous poser certaines choses qui ressortent d'un numéro qui fait 250 pages et qui s'intitule « Égalité et altérité, couple impossible ou pas ». Et en fait, voilà ce qui en ressort. Voilà ce qui en ressort, j'ai fini de le lire le week-end dernier, pour tout vous dire. Hein. Donc, il en ressort qu'il faut certainement penser, alors quoi? Qu'on est de fait dans des sociétés individualisées et multiculturelles. Le de fait, il est fondamental. Ce n'est pas un jugement moral. Dans un monde comme le nôtre aujourd'hui, celui qui dit que ce n'est pas multiculturel, il se plante. Et c'est pas uniquement parce qu'il y a des étrangers, etc. Hein. C'est parce que quand vous allez à Badonviller, vous n'êtes pas exactement dans la même culture qu'à Nancy Centre. Si vous allez au marché à côté, là, on n'est pas à Badonviller. Hein. Et c'est pas une histoire de culture nationale. Hein. Et c'est pas une histoire d'identité nationale. C'est pas une histoire d'être français ou pas. C'est qu'on n'est pas dans le même univers. Et si vous prenez les indicateurs économiques, rien que le prix des terrains à bâtir, la différence des coefficients, on n'est pas dans le même monde. C'est tout ce que je dis. Et c'est très important, à mon avis, à comprendre. Moi, j'ai été élu pas mal d'années dans une petite commune qui était, soi-disant, ma résidence secondaire, alors que je passais beaucoup de temps là. Donc, et du coup, ça me touche, ça.
Donc on est bien dans du multiculturel à tous les niveaux. Et entre nous, on est loin d'être d'accord sur ce que c'est la fidélité, sur ce que c'est l'euthanasie, sur ce que c'est l'avortement, etc. hein. On est loin d'être d'accord sur ce que c'est même le pavillonnaire, hein, cher Marc. Donc tout ça est complexe. Donc c'est de fait nos sociétés sont multiculturelles et de fait nos sociétés sont individualisées. De fait. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien certainement qu'il faut penser à un universalisme souple. Ça veut dire quoi? J'espère que je regarde, parce que le but c'est comme pas d'être trop long, c'est qu'on échange. Un universalisme souple, ça veut dire ok, je suis universel, c'est-à-dire qu'il y a des droits fondamentaux, il y a un droit à l'égalité, mais à un certain moment, bien évidemment, que je vais respecter les différences. On le fait toutes et tous. Mais bien évidemment, c'est pas parce que je suis universaliste que finalement je vais nier la culture de l'autre. Donc qu'est-ce que nous dit un philosophe comme Michel Terestchenko? Il nous dit quoi? Qu'on est des universalistes inconséquents. En fait, ceux qui sont universalistes, le plus universalistes, dans leur vie quotidienne, bien évidemment, sont amenés à accepter et tolérer d'autres cultures. En parallèle, il faut un culturalisme souple. Ça veut dire quoi? Moi, je défends mon identité culturelle, moi, c'est important ma culture, etc. C'est important mon territoire, par exemple. C'est important parce qu'il y a la transmission de certains métiers manuels, etc., qui se trouvent au fin fond des Vosges, par exemple. Donc, c'est une culture. Je la défends. Donc, je suis dans une position culturaliste. Mais en même temps, c'est pas parce que je dis ça que je suis à nouveau opposé à quoi? Eh bien, à un traitement parfaitement égalitaire de toutes et de tous. Autrement dit, je suis un culturaliste aussi souvent inconséquent. Et c'est vrai, si je fais une petite parenthèse, c'est même vrai pour les anthropologues. Même Philippe Descola, hein, qui est un immense anthropologue au Collège de France, Philippe Descola est un relativiste inconséquent. Il est choqué quand, dans les tribus qu'il a observées pendant des années, on dépece un cadavre et on le mange devant lui. Il revient à des droits qui pensent fondamentaux, universels. Donc on est tous, et je pense que c'est très très vrai, hein, me semble-t-il, on en discutera, on est tous dans un universalisme souple, et tous aussi, me semble-t-il, plus ou moins, mais dans un culturalisme souple. Alors, je dis tous, vous allez me dire, monsieur, je me crois en cours là, pardon, Hervé, pas complètement, hein, parce qu'il y a quelques acteurs politiques qui sont complètement souples là-dessus, hein, ok, mais on est d'accord. Mais quand même, alors, est-ce qu'il faut un individualisme souple qui répond aux exigences d'une société d'individus? Là, si vous voulez un auteur, moi je pense toujours à Norbert Elias, dire c'est quoi? Des individus qui se perçoivent comme des individus, que ce soit un mythe ou pas, qu'ils ne soient pas complètement indépendants, ok, mais quand même, on met au centre de notre vie nous-mêmes à nous. Je vais très vite ici. Ben oui, parce que ici, toutes et tous, on aime bien mener notre vie. On aime bien mener notre vie d'individu, de sujet, tiens. De sujet qui suis auteur et acteur de ma vie. Et moi qui travaille, madame, aussi sur des personnes âgées, qu'est-ce que des femmes, en ce moment on fait une recherche avec des femmes, on fait des entretiens collectifs, et des femmes, qu'est-ce qu'elles me disent? Mais vous savez, monsieur Marchal, mais nous, moi j'ai ma voiture, puis je fais du covoiturage avec mes copines, et ça me permet de prendre ma vie en main. Prendre sa vie en main, ce n'est pas être pris par la vie. Ce n'est pas être pris par des catégories qui me disent que je suis ça. Ce n'est pas être pris par des urgences, des emmerdes, un manque de fric. Moi qui fais ma vie, monsieur Marchal. Et moi j'amène mes 3 copines parce qu'elles n'ont pas assez de fric par une bagnole. Parce qu'à 1000 balles par mois, c'est pas possible. Même au fin fond des Vosges, bien sûr. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien moi, on prend notre vie en main. Et donc c'est bien individualiste. Alors vous allez me dire relié à l'autre, mais ces femmes, c'est intéressant l'entretien individuel. Alors qu'est-ce qu'elles nous disent? Mais moi je veux mener ma vie, moi. Je vais faire mes courses là où je veux. Pourquoi on me dit que je dois aller faire mes courses? Pourquoi on me dit ce que je dois vivre? Même pour quelqu'un qui a 75 ans aujourd'hui, bien évidemment, ce n'est pas entendable. Donc on met au centre de notre vie nous-mêmes, on veut être auteur de notre vie. Mais c'est souple, parce que bien évidemment, on n'est pas un individu tout seul, parce qu'on est aussi interdépendant, parce qu'on est dans une société, et parce qu'on veut aussi, parce qu'on réclame aussi de l'État pour avoir des droits. C'est un des paradoxes de notre société au passage. Hein. Alors, du coup, il faudrait peut-être penser une société des alliances, des transactions et non des transcendances. Des alliances, là je reprends je pense à des auteurs, des transactions, Maurice Blanc connaît ça très très bien. Alors je ne vais pas te remercier une énième fois Maurice, parce que tu vas en avoir marre que je te remercie pour tout le monde, mais quand même, bien évidemment que je pense à Jean-Remy et à toi. C'est pas des transcendances, c'est des transactions, c'est-à-dire c'est aussi une confrontation à l'altérité. Les transactions, c'est quoi? C'est quoi la nature en ville? Un parking peut être un objet transactionnel, un parking. Un parking, alors on met de l'herbe où? On met des prunus, on met quoi? Non, les prunus, il y en a partout. Alors on va mettre des frênes, ah non, on est en train de crever les frênes. On va mettre d'autres arbres, puis on met un peu de nature. Et puis finalement, on peut quand même se garer, parce que la voiture, ah oui, il y a des femmes âgées là, qui veulent mener, ah oui, elles veulent mener leur vie.
Ah ouais, puis ils nous ont expliqué que le tram c'était compliqué, etc. Puis qu'elles n'aimaient pas rentrer. Le soir, quand à 9h du soir, elles se sentaient en insécurité. Il faut qu'elles prennent leur voiture. Ah ouais, donc on ne peut pas complètement supprimer la voiture, c'est quand même pas mal la bagnole. Donc c'est ça, une transaction. Donc on essaie de faire voilà. En tout cas, il y a de l'altérité. Et là, j'ai une altérité pour quelqu'un qui effectivement est jeune et inversement. Où la trame commune découle de la possibilité d'un enrichissement réciproque, c'est pas de moi, c'est peut-être un peu optimiste, comme Marc avait été un peu optimiste, mais moi j'aime bien ce que tu as dit tout à l'heure. Et puis enfin, la dernière remarque, elle n'est pas de moi, elle est de quelqu'un que je ne connais pas beaucoup, que j'ai lu, mais je ne suis pas proche de cet auteur du tout, mais de Jacques Rancière. Certains ici connaissent très 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 bien Jacques Rancière. Il ajoute quelque chose qui me semble extrêmement important. Ok, tout ce que je vous dis, pourquoi pas. Mais n'empêche qu'il faut bien une participation égale de toutes et de tous à l'espace public, conditionnée par un contrat. Que chacun respecte cette égalité. Moi, je vous propose ça, je ne vous dis pas que c'est Marshall qui veut ça, mais c'est ce qui ressort, en tout cas, de ce qui... Dans ce que je vous ai lu, il y a Anne Rhodes, etc. Enfin, il y a vraiment des auteurs qui réfléchissent depuis très très longtemps à tout ça. Alors, là, je vais aller très très vite. Là, c'est pas bon. Pourquoi c'est comme ça? Je sais pas. Voilà, je suis désolé, hein. J'ai le truc super pratique. Alors, là, on va finir sur des questions, hein, et puis du coup, bon, on verra bien. Je veux dire, on pourrait appeler ça une société des altérités, des hybridités. Ça suppose quoi? Alors, on a dit des transactions. Moi, j'aime bien nous appeler un peu des artisans de la citoyenneté. C'est-à-dire des artisans de quoi? La conjugaison, alors de l'articulation, on dirait de l'hybridation. Mais il faut articuler quoi? Qu'on le veuille ou non, et vous l'avez... Enfin, voilà, hein, ça fait très très bien dit ce matin, des échelles de citoyenneté. Je ne vois pas comment on peut s'en sortir. Parce que si on s'arrête à une échelle de citoyenneté, allez, c'est la commune. Ah, mais il y a la Comcom. C'est le département. Oh, bah, le département, attends, moi quand je traverse la rivière de la Plaine après Badonviller, je suis dans les Vosges, je m'en fous, quoi. Parce que moi, c'est à Badonviller que j'ai mon distributeur de carte bleue. Donc ça fait pas sens. Donc on voit qu'il faut multiplier les échelles, et ça va de la terre, avec un T majuscule, jusqu'à mon micro-territoire. Alors c'est très compliqué, hein, j'en ai bien conscience, mais même l'espace. Hein. Moi, il y a des étudiants aujourd'hui qui ont parfaitement, je dis des étudiants parce que c'est avec eux que je discute, ils ont parfaitement conscience qu'il y a plein de déchets dans l'espace et qu'il faudra s'occuper de l'espace, que ça va nous retomber sur la tronche, etc. Donc même l'espace peut devenir un espace, pour le coup, de citoyenneté très rapidement. D'autant plus, uniquement quelques riches peuvent y aller, pourquoi pas nous, etc. Ensuite, il y a des natures de la citoyenneté. Bon, je pense que ça, j'espère que j'ai été clair. Les natures de la citoyenneté, c'est-à-dire à la fois, et ça renvoie au propos du collègue historien, à la fois, on est tous et tous des sujets ou des êtres humains, hein, comme tu l'as dit Marc, hein, on est des êtres humains, ou des hommes avec un H majuscule, mais des sujets universels, bénéficiant d'un droit à la différence, je n'y reviens pas, on est aussi des sujets culturels, bien évidemment. On n'est pas uniquement des sujets abstraits, définis par quelques droits qui seraient un peu dans un ciel d'idées. On est des sujets culturels, bien évidemment, nous avons des valeurs culturelles, de la morale, qui fait partie de nous et qui est extrêmement importante pour nous, et nous sommes aussi des sujets personnels qui entendons mener notre vie. Moi je pense que si on n'a pas ça en tête, c'est très compliqué, parce qu'on glisse dans un volet ou un autre, et du coup ça devient des ismes, et du coup on s'engueule, mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de s'engueuler là-dessus. Parce qu'en fait, il faut conjuguer là. Parce que notre société, qu'on le veuille ou non, elle est loin d'être simple. Alors, je ne sais pas si elle est complexe, elle est loin d'être simple, mais elle est passionnante en même temps. Moi, je trouve que c'est passionnant d'essayer de réfléchir à la citoyenneté dans une société où les individus veulent aussi vivre leur vie, quel que soit l'âge qu'on a. Et puis enfin, on a tous, mais c'est parallèle, hein, de multiples supports de sens. Regardons un petit exemple tout simple. Ce matin, je suis là en tant que quoi? Sociologue? Oui. C'est ce qui était en dessous de mon nom tout à l'heure. Donc sociologue universitaire. En tant que citoyen? Oui. Sinon je ne serais sûrement pas là ce matin. Oui. En tant qu'habitant? Oui. Je vous ai même raconté un peu ma vie tout à l'heure, comme quoi j'avais une baraque, un appartement, machin, un truc. Donc oui. En tant que mari, quelque part, oui. Parce que c'est aussi ma vie de famille, etc. Donc, en fait, on a de multiples identités. Et en fait, vous êtes là ce matin, pas uniquement en tant qu'homme, ou en tant que citoyen, ou même en tant que maire, ou en tant que prof émérite, etc. Donc, on vient bien aussi avec toute notre épaisseur, etc., qu'il y a en nous. Donc, ça, c'est à prendre en compte, me semble-t-il.
je vais très très vite, hein, je vais enfoncer le clou avec un autre marteau ici, mais je vais pas l'enfoncer très vite. Je rappelle que quand même, quand on pense au sujet universel, on se réfère en philosophie à la faculté de sympathie, qui est quand même une faculté parfaitement oubliée par toute l'économie moderne, mais Adam Smith l'avait très bien décrite, qui soi-disant elle perd l'économie libérale, mais c'était beaucoup plus complexe chez Smith, si tant est qu'il était déjà économiste. Eh bien la sympathie, c'est quoi? C'est une qualité qu'on a toutes et tous les êtres humains à être affectés par l'autre. Voilà, c'est tout ce que c'est. Je veux dire, ici, si ce matin on avait trouvé un nourrisson qui est en train de crier là, qui avait été abandonné, eh bien nos visages se seraient adoucis et on aurait été dans notre faculté de sympathie. Et aucun d'entre nous nous aurait dit ouais, on s'en fout, c'est pas le nôtre, quoi. C'est pas vrai, c'est humain. Et les psychologues et les anthropologues cognitivistes nous disent que c'est une faculté humaine. Et en même temps, quand on pense au sujet personnel, voilà, on est dans des liens. La sympathie tire vers l'universel, on est sensible à l'autre en tant qu'être humain, dans ce qu'il a d'universel. L'empathie, elle nous amène vers le personnel. Je suis en empathie avec quelqu'un dont je sais la personnalité, je sais l'histoire personnelle, je sais ce qu'il a vécu. Oh, tu comprends Hervé, le collègue, il a divorcé, il a des problèmes de fric, etc. Empathie, là. Empathie. Et puis s'il a des émotions fortes qui sont humaines, c'est de la sympathie. Et puis en même temps, eh bien, il y a des droits spécifiques. Et je vous ai mis quand même le petit mot, mais les droits spécifiques. Et l'autre, eh bien oui, il a d'autres valeurs morales que moi. Et je dois faire avec, parce que si je ne fais pas avec, je ne sais pas comment on vit ensemble. Ni vous, je pense. Maintenant, j'ai fini, hein. On termine là-dessus, j'espère que ça va. Donc, je lance encore des choses. La citoyenneté est un concept, certes, qui est abstrait, mais en même temps, qui peut être aussi très très concret. Mais c'est vrai qu'il ne faut jamais oublier que la citoyenneté, bien entendue au sens uniquement de la société, citoyen, de quelque chose qui est au-dessus de nous, eh bien oui, ça peut dénier des échelles intermédiaires et des supports intermédiaires. Alors moi, je vous ai mis des choses classiques, hein, en dessous. Hein. On aurait pu mettre plein d'autres instances, hein. Multiples associations, comités de quartier, etc. Hein. On peut mettre plein d'autres instances. Et attention, parce que c'est bien évidemment, mais vous savez bien, c'est aussi ça qui fait la citoyenneté, cher Gérard, active. Pour reprendre le mot citoyenneté active. Ensuite, il faut faire attention parce que la citoyenneté peut réduire l'individu à une seule identité. Je ne sais pas, c'est très très compliqué. Hein. Moi, ça fait peut-être 15-20 ans aussi, quand façon transversale à tous mes travaux de recherche, j'essaie de comprendre quels sont les supports identitaires choisis et subis sur lesquels on s'appuie pour se définir, etc. Et la seule chose que je peux vous dire, c'est que c'est insupportable aujourd'hui, pour nous toutes et nous tous, d'être réduit à un support identitaire, d'autant plus quand l'autre nous dit que c'est ça qui doit faire sens pour moi. Personne dit comme ça aujourd'hui. C'est pas vrai. Personne dit comme ça. Et c'est très vrai. Alors, nos étudiants, eux, en plus, ils sont dans leurs affects. Hein, les réseaux sociaux, ils ont appris à s'exprimer. Alors, les profs de fac compo, ils n'en ont plus rien à faire. Moi, je trouve ça pas trop mal, quelque part. Parce que ça veut dire quoi? Parce qu'ils disent ce qui fait sens pour eux. Ils disent pourquoi ils sont là. Et ce qui fait sens pour un individu, on n'a pas à décider. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas construire du commun. Mais ça veut dire que ça doit passer aussi, et c'est très très compliqué, hein, ça doit passer par quoi? Certainement, confrontation à l'altérité et essayer de construire des cadres de sens. Mais il y en a aujourd'hui, hein. Il y en a. Hein. L'environnement, Marc parlait des 3 sens de la Terre, il y a des collectifs étudiants qui ont très parfaitement lu Bruno Latour, etc. et qui savent très bien c'est quoi la Terre avec un T majuscule, et qui n'ont pas entendu. Vous savez, l'autre fois, un étudiant me dit, vous savez, monsieur, hein, nous, l'État ou pas, on s'en fout, hein. Nous, on fera. Hein. La société, elle vit. Hein. Elle vit même en dehors des instances les plus durcies. Zimmel disait très bien, hein, la société, elle vit. C'est une vie, la vie sociale. Et la vie sociale, c'est pas que des formes de vie durcies, comme l'État, etc. Hein. La société, elle vivra. Hein. Alors, vous allez me dire, jusqu'à quand, je ne sais pas. Et puis enfin, qui peut être compromise, pardon, j'ai oublié excusez-moi, il était tard, compromise par les, bien sûr, vous le savez bien, les processus d'exclusion. Je ne vais pas du tout, ça vous le savez aussi bien que moi, je ne vais pas y aller. Tout à l'heure, je parlais comme des inégalités territoriales. Alors, il se trouve que moi, je suis comme pas mal mobilisé en ce moment sur ces questions, y compris par des élus, par des départements, etc. Tout à l'heure, on parlait de différentes cultures, hein, on parlait d'une société multiculturelle, on pourrait dire multi-géo-culturalo, économico, je ne sais pas quoi, parce que je crois que, à nouveau, hein, il ne voyait rien dans ma tête, hein, mais un enfant aujourd'hui qui vit à Badonvillers, au centre-ville de Badonvillers,
qui vit avec des magasins qui sont fermés, et moi j'adore ballonviller, hein, je suis pas en train de faire un tableau misérabiliste, mais qui voit quand même aussi c'est quoi de la ruralité, parce que là pour le coup c'est de la ruralité me semble-t-il, et qui sait très bien ce que sont les relations interpersonnelles, puis qu'en même temps qui est parfaitement numérisé, mais pas numérisé comme les autres, parce que peut-être qu'il va... Voilà, parce qu'on peut être aussi prisonnier de Facebook, etc., ou de Twitter, ou d'Instagram, etc. Donc là, il faut quand même être très clair, quoi. Quand on parle de citoyenneté, moi je veux bien, mais je vous donne un exemple. Il y a à peu près 3 ans, à Elcourt, il y avait encore un terrain à bâtir de 1000 m² habitables. 1000 m², pardon, constructible. Hein. 1000 m² à Elcourt. Je trouve que, peu importe, je suis allé voir, on était, il faut dire les chiffres, hein, à 300 000 € le terrain. Voilà, c'est au 300 000 €, il a un pavillon qui s'est mis dessus, donc on a un bien, un séduit 100 000 €. Moi je ne suis pas contre les riches, je ne suis pas en train de dire les riches c'est des pourris et tout, je ne dis rien du tout moi. Je dis simplement qu'on fait 50 km, on prend notre voiture, on va du côté de Blamont, le même terrain à bâtir aujourd'hui, il a 15 000 € et encore il ne se vend pas. Voilà, c'est tout. Et si on ne comprend pas ça, on n'y comprend rien. Donc la citoyenneté, moi, super, mais alors est-ce que c'est la grande société qui fait sens, comme dirait Tocqueville ou autre, ben, c'est très compliqué dans ces cas-là. C'est très très compliqué. Et quand on est effectivement sur des territoires où, pas seulement économiquement, c'est-à-dire il y a toute la symbolique, et en fait qu'on n'entend que passer le TGV ou qu'on voit que les camions sur l'autoroute, eh bien effectivement on se sent loin. Et quand un gosse, parce que c'est ça là qu'il faut bien comprendre, quand un gosse grandit effectivement dans une telle commune, eh bien il se sent citoyen de quoi? Il se sent citoyen de quoi? Quels sont les supports de sens qu'il mobilise, et quels sont ceux qu'il ne mobilisera jamais parce qu'il n'y a pas accès? Peut-être de manière fantasmatique sur le net, etc. Et encore c'est très compliqué toutes ces questions. Donc voilà, mais ça ne veut pas dire que tout va mal, c'est-à-dire qu'il y a plein de pistes, qu'il y a plein de choses à penser. J'espère que je ne vous ai pas perdu, j'ai essayé de tenter quelque chose ce matin, donc vous me direz. Merci de votre attention.